Un chiffre s'effondre, un autre s'emballe, et la ville comprend qu'elle a changé d'air. 2 années de promesses figées, heurtées par des mois d'exaspération ascendante, ont ouvert une fracture qui dépasse l'affrontement institutionnel et devient une question de survie politique. Alors, que signifie pour vous l'irruption d'un basculement aussi brutal, surtout quand Ibrahim Traoré plane déjà comme référence symbolique dans l'imaginaire régional? Ce qui vient ensuite redessine les lignes, vite, très vite, jusqu'à déplacer la peur vers l'attente. Ce qui se joue ici dépasse un simple changement de pouvoir ou une crise institutionnelle isolée. La transition qui s'ouvre pose une question centrale. Peut-elle réellement réparer des années de dérive politique sans replonger le pays dans un cycle encore plus profond d'instabilité? Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre si cette rupture marque un point d'inflexion durable ou seulement une pause avant une nouvelle crise. La promesse implicite de toute transition est simple en apparence. Rétablir un système capable de protéger, d'arbitrer et de fonctionner. Pourtant, cette promesse devient décisive lorsqu'elle s'inscrit dans un contexte régional tendu, où chaque basculement est scruté, comparé et interprété comme un signal. Ici, rien n'est purement interne. Chaque décision initiale pèse aussi sur l'équilibre du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Si cette promesse échoue, le risque est connu. Un retour accéléré vers le schéma que le pays tente précisément de briser. Celui où chaque crise politique engendre des ruptures plus profondes que la précédente. C'est cette alternative, réparation ou répétition, qui donne à la séquence actuelle son poids réel. On constate d'abord que la crise n'a pas explosé en quelques semaines, mais après plus de 3 années de tensions politiques accumulées. On remarque aussi plus discrètement qu'elle n'a éclaté qu'au moment précis où les contre-pouvoirs avaient été méthodiquement neutralisés, révélant une fragilité institutionnelle déjà avancée. Ce basculement n'a donc rien d'un accident. Dès la première dissolution du Parlement, un signal avait été envoyé, interprété par beaucoup comme une alerte isolée. La seconde dissolution, en revanche, a confirmé une trajectoire plus profonde, celle d'un exécutif cherchant à remodeler l'État à son image, en réduisant progressivement les espaces de médiation. À mesure que ces gestes s'additionnaient, la perception publique a changé. Ce qui ressemblait à un bras de fer institutionnel était devenu, pour une partie croissante de la population, une tentative de verrouillage du système politique. Dans les rues, cette évolution s'est traduite par une colère diffuse, nourrie autant par les frustrations économiques que par le déclin visible des services publics. L'absence répétée du chef de l'État, souvent hors du territoire, a accentué ce sentiment d'abandon. Les rumeurs de contrats opaques et de fonds détournés ont renforcé la suspicion, jusqu'à installer l'idée qu'un seuil avait été franchi. La démocratie semblait toujours présente dans les textes, mais de plus en plus absente dans la pratique. C'est dans ce climat qu'une comparaison implicite avec les dynamiques du Sahel a émergé. Des figures devenues symboliques, comme Ibrahim Traoré, ont commencé à servir de repères dans l'imaginaire régional, non parce que les contextes étaient identiques, mais parce qu'elles incarnaient l'idée d'une intervention perçue comme corrective. Cette référence a agi comme un cadre de lecture. Elle a rendu pensable ce qui, quelques mois plus tôt, paraissait encore impensable. Ainsi, lorsque la rupture est survenue, beaucoup ne l'ont pas vécue comme une surprise totale, mais comme l'aboutissement logique d'une séquence politique arrivée en bout de course. Pour comprendre l'effet immédiat de la rupture, il faut quitter les communiqués et regarder les visages. Dans les heures qui ont suivi l'arrestation du président, un officier de terrain, resté anonyme dans les premiers témoignages, décrivait une capitale, suspendue entre la stupeur et un étrange sentiment de soulagement. Cette formule résume la tension du moment. La peur d'un dérapage soudain cohabitait avec l'intuition que le statu quo ne pouvait plus durer. Dans les quartiers populaires, les réactions ont été rapides. Malgré le couvre-feu, la circulation s'est faite plus fluide dès la première nuit, comme si l'absence de direction politique claire avait paradoxalement allégé l'atmosphère.
Une infirmière de l'hôpital central racontait que les patients parlaient moins de chaos imminent que d'une crainte précise, celle d'un retour au comme avant, avec les mêmes pénuries et les mêmes silences administratifs. Ces récits montrent que la rupture institutionnelle n'est jamais seulement abstraite. Elle agit instantanément sur les comportements, les émotions et les attentes. Les marchés ont rouvert prudemment, les discussions se sont déplacées des rumeurs vers les hypothèses, et chacun cherchait des signes, même infimes, d'un changement réel. Dans ce contexte, les comparaisons régionales se sont invitées dans les conversations, notamment celles évoquant des trajectoires militaires voisines et des figures symboliques comme Ibrahim Traoré, perçus comme des points de référence plus que comme des modèles à copier. Ce premier impact, fragile et contradictoire, pose déjà une question simple. Une rupture peut-elle transformer le quotidien ou seulement en modifier le rythme pour un temps? Tout commence par une séquence apparemment administrative. Un décret, puis une dissolution du Parlement, puis une seconde. Chaque geste, pris isolément, pouvait encore être défendu comme légal. Ensemble, ils dessinaient une trajectoire où le pouvoir se resserrait et où les marges de contestation s'amenuisaient. À mesure que le calendrier institutionnel s'étirait, la perception publique basculait. Le temps politique ne réparait plus, il étouffait. Dans les ministères, les signaux faibles se sont multipliés. D'anciens alliés prenaient leur distance, les fonctionnaires parlaient. Ils chantaient à voix basse, et les décisions s'accumulaient, sans cohérence apparente. L'économie, déjà fragile, donnait des signes d'essoufflement visibles, flambée des prix, dégradation des routes, pénurie récurrente dans les hôpitaux. Ces dysfonctionnements n'étaient pas nouveaux, mais leur persistance sans correction renforçait l'idée d'un système en roue libre. Parallèlement, un autre facteur alimentait la rupture, l'absence prolongée du chef de l'État. Ses déplacements fréquents à l'étranger créaient un vide politique tangible. Le pays le voyait partir, sans toujours le voir revenir. Ce décalage entre présence symbolique et réalité du terrain accentuait le sentiment d'abandon, autant dans les quartiers populaires que dans les casernes. La colère ne s'exprimait pas encore frontalement. Elle se structurait dans les murmures, dans les files d'attente des marchés, dans les discussions nocturnes entre jeunes officiers. C'est dans ces échanges informels que les comparaisons régionales ont pris corps. Les trajectoires du Burkina Faso, du Mali ou du Niger étaient analysées, décortiquées, mises en perspective. Un nom revenait régulièrement, Ibrahim Traoré, non comme un modèle à reproduire mécaniquement, mais comme le symbole d'un basculement assumé lorsque les mécanismes civils semblaient épuisés. Cette référence agissait comme un repère mental, une ligne rouge possible. Le point de rupture est survenu avec la prolongation controversée du mandat présidentiel. Cette décision, perçue comme un arrangement politique plutôt qu'une nécessité juridique, a provoqué un choc immédiat. Les oppositions ont protesté, les citoyens ont fulminé, et l'armée a observé, froide et silencieuse. Chaque jour ajouté au calendrier institutionnel augmentait la pression, rendant l'issue de plus en plus prévisible. Puis, tout s'est accéléré. En une nuit chancée, des unités spéciales se sont déplacées sans bruit. Elles ont pris les ponts, les axes principaux, la radio nationale. La présidence a été encerclée, sans tir, sans agitation visible. À l'aube, le président était arrêté. Les frontières ont été fermées, l'espace aérien verrouillé, et la hiérarchie militaire s'est affichée. Droite, assurée, parlant peu, mais agissant vite. La population a réagi instantanément. Un mélange de surprise, de soulagement et de fatigue accumulée a envahi les rues. Certains ont célébré, d'autres ont prié. Tous semblaient conscients que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Un premier chiffre éclaire l'effritement institutionnel sur la durée. En 2 ans, les dissolutions répétées du Parlement ont entraîné une chute d'environ 30% de la participation aux consultations politiques internes. Le point de départ était déjà fragile. L'écart révèle une fatigue démocratique mesurable. Moins de participation signifie moins de légitimité perçue.
et donc une capacité réduite des institutions à absorber les conflits sans basculer dans la rue ou les casernes. Ce recul produit un effet domino. Lorsque les citoyens cessent de croire que les mécanismes institutionnels peuvent arbitrer, la tension sociale se transforme plus facilement en pression politique diffuse. Cette pression n'explose pas toujours en manifestations massives. Elle s'accumule, silencieuse, jusqu'à rendre toute décision ultérieure inflammable. Le chiffre ne dit pas tout, mais il indique un seuil franchi, celui où la procédure cesse d'être un refuge collectif. Un deuxième élément mesurable concerne la présence effective du chef de l'État sur le territoire. Selon plusieurs témoignages concordants, il aurait passé plus de la moitié de son temps à l'étranger durant les dernières années de son mandat. Le point de départ d'une gouvernance de proximité s'est déplacé vers un exercice distant du pouvoir. Le écart est lourd. Moins d'interaction directe avec l'administration, moins de médiation dans les conflits locaux et un sentiment d'abandon qui s'étend des centres urbains aux zones rurales. Ce glissement quantitatif a des effets concrets. Une absence prolongée réduit la capacité à corriger rapidement les dysfonctionnements, surtout lorsque les services publics se dégradent simultanément. Dans ce contexte, chaque pénurie, chaque retard administratif, chaque infrastructure défaillante devient une preuve supplémentaire que le lien entre gouvernants et gouvernés s'est distendu. Le chiffre agit alors comme un révélateur d'un malaise déjà perceptible. Un troisième point, plus difficile à chiffrer, mais tout aussi décisif, la perception de légitimité. La prolongation controversée du mandat présidentiel a provoqué un écart négatif brutal dans la confiance résiduelle. Aucun taux officiel ne le mesure, mais les récits convergent vers un basculement net. La loi et son application ont cessé de coïncider dans l'esprit collectif, transformant une décision juridique en signal politique de rupture. Au total, ces trois écarts, participation en chute, absence prolongée, légitimité érodée, forment une matrice explicative cohérente. Ils montrent pourquoi l'intervention militaire a été perçue par une partie de la population non comme une rupture soudaine, mais comme une issue devenue prévisible. Dans l'imaginaire régional, renforcé par les transitions voisines et par des figures symboliques comme Ibrahim Traoré, ces chiffres ont servi de grille de lecture. Lorsque les écarts négatifs s'accumulent sans trajectoire de correction, la crise cesse d'être un accident pour devenir une destination. Les défenseurs de l'intervention militaire avancent d'abord un argument central. Selon eux, les institutions étaient déjà paralysées bien avant l'arrestation du président. La double dissolution du Parlement, l'absence prolongée du chef de l'État et la dégradation continue des services publics auraient vidé les mécanismes démocratiques de leur substance. Dans cette lecture, l'intervention ne crée pas la rupture, elle la révèle. Elle serait alors moins un acte de conquête qu'une tentative de contenir un effondrement administratif devenu imminent. Un second argument complète cette position. Les partisans de l'intervention estiment que la prolongation controversée du mandat a constitué un point de non-retour. À partir de ce moment, la légitimité perçue aurait été trop affaiblie pour permettre une correction interne crédible. Maintenir le statu quo aurait, selon eux, accru le risque de violence diffuse, voire de fragmentation de l'appareil d'État. L'armée se serait donc imposée comme un acteur de dernier recours, cherchant à figer la crise avant qu'elle ne dégénère. Face à cette lecture, les critiques formulent une objection tout aussi structurée. Ils rappellent que toute intervention militaire, même présentée comme corrective, déplace la source de l'autorité hors du cadre électoral. Accepter ce principe, disent-ils, crée un précédent dangereux, celui où l'armée devient l'arbitre ultime du politique. À terme, ce glissement peut affaiblir durablement la norme démocratique en rendant chaque crise potentiellement justiciable d'une solution extra-institutionnelle. Ils ajoutent un second point de vigilance. Les transitions militaires observées dans la région ont parfois débouché sur des périodes prolongées d'incertitude, voire sur de nouvelles formes de concentration du pouvoir. L'argument de l'urgence
s'il est répété, peut devenir une justification permanente. Dans ce cadre, l'intervention risque de résoudre un blocage immédiat, tout en ouvrant une zone grise institutionnelle, plus difficile encore à refermer. Pour dépasser cette opposition, il faut revenir à la séquence décrite. L'intervention s'est produite à un moment où les axes législatifs, exécutifs et démocratiques étaient simultanément affaiblis. Cette conjonction explique pourquoi le geste a été interprété par une partie de la population, non comme un projet militaire autonome, mais comme une réponse à un système arrivé à saturation. L'événement ne se lit plus seulement comme une rupture brutale, mais comme un possible recentrage. Ce changement de regard s'est cristallisé autour d'une image simple. Une photographie floue, largement partagée, montrant des soldats s'aligner devant un bâtiment administratif, calme, méthodique, silencieux. Pour beaucoup, ce n'était pas la scène chaotique redoutée, mais l'apparition d'un contrôle maîtrisé, là où le désordre semblait promis. Ce contraste a modifié la narration dominante. Dans les rues, les discussions ont glissé de la peur vers l'hypothèse. On ne parlait plus uniquement de chute du pouvoir, mais de réorganisation possible. L'intervention cessait d'être interprétée comme une fin en soi pour devenir, dans certains discours, un moyen transitoire d'éviter l'effondrement total de l'État. Ce glissement a été amplifié par les comparaisons régionales. Les transitions observées au Sahel ont servi de filtre d'interprétation, et des figures comme Ibrahim Traoré ont renforcé l'idée qu'une intervention pouvait, dans certains contextes, redéfinir les repères de souveraineté. Là encore, il ne s'agissait pas d'un modèle à copier, mais d'un imaginaire déjà disponible. À partir de ce point, la crise change de nature. Elle ne se joue plus uniquement dans la rupture, mais dans la question suivante. Que fera-t-on de cet instant suspendu ? C'est ici que l'attente remplace la stupeur et que le temps politique recommence à compter. Les effets de la transition ne se répartissent pas de manière abstraite. Ils se déclinent selon des groupes précis, chacun confronté à des attentes et des contraintes différentes. C'est à ce niveau que l'événement cesse d'être une séquence politique pour devenir une expérience vécue. Du côté de l'État et des institutions, d'abord. La chute du président a créé une vacance décisionnelle immédiate. Les administrations fonctionnent, mais sans cap politique clairement établi. Les cadres intermédiaires improvisent, souvent en s'appuyant sur des procédures déjà affaiblies. Pour certains, cette période représente une opportunité rare de remettre à plat des pratiques dégradées. Pour d'autres, elle accroît le risque de paralysie. L'ombre des transitions régionales, associée à des figures comme Ibrahim Traoré, nourrit l'idée qu'une refonte institutionnelle est possible, mais seulement si elle s'accompagne de règles lisibles et d'un calendrier crédible. Du côté des acteurs économiques, ensuite. L'incertitude est immédiate. Les secteurs déjà fragiles, santé, infrastructure, logistique, ressentent une tension opérationnelle accrue. Les investissements se figent dans l'attente de signaux clairs, tandis que la question du contrôle des ressources revient au centre du débat public. Cette repolitisation de l'économie, longtemps évitée, est perçue par certains comme un risque supplémentaire, par d'autres comme une chance de redéfinir les priorités nationales, notamment si le discours souverainiste s'inspire de trajectoires observées ailleurs dans la région. Pour la population, l'impact est d'abord émotionnel. Les réactions observées mêlent soulagement, fatigue accumulée, espoir conditionnel. Les rues n'expriment pas une euphorie durable, mais une respiration. La peur du chaos a laissé place à une attente prudente, celle de gestes concrets, visibles, capables d'améliorer le quotidien. Dans ce cadre, chaque pénurie persistante ou chaque service qui redémarre devient un indicateur informel de la direction prise par la transition. Enfin, à l'échelle régionale et internationale, la lecture est stratégique. Les partenaires extérieurs évaluent l'événement à l'aune de précédents récents au Sahel. La rapidité de l'opération, la fermeture des frontières et le discours de sauvegarde institutionnelle rappellent des scénarios déjà vus.
Pour certains acteurs, cela renforce la crainte d'un effet domino. Pour d'autres, cela signale l'émergence d'un nouveau rapport de force où la souveraineté devient un axe central du discours politique. Ces 4 niveaux montrent une réalité commune. La transition agit comme un amplificateur. Elle ne crée pas des dynamiques nouvelles, elle accélère celles qui existaient déjà. Et c'est précisément cette accélération qui rend les conséquences si visibles, si tôt. On peut d'abord envisager un scénario prudent, une stabilisation fragile. Si la transition maintient un rythme contrôlé et évite les luttes internes, le pays pourrait entrer dans une phase de normalisation limitée. Les institutions seraient réorganisées à pas compter, avec une remise en fonctionnement partielle des services publics et une gestion prioritaire de la sécurité intérieure. Dans cette hypothèse, l'objectif n'est pas la transformation rapide, mais l'arrêt de l'hémorragie. Le quotidien cesse de se dégrader, sans pour autant s'améliorer nettement. Pour la population, ce scénario ressemble à un répit, imparfait, mais préférable à l'incertitude permanente. On peut aussi envisager un scénario plus favorable, une refonte institutionnelle graduelle. Si le nouveau leadership parvient à instaurer un dialogue avec les corps intermédiaires, administration, communauté locale, acteurs économiques, alors une dynamique plus ambitieuse devient envisageable. Les priorités se déplaceraient vers la transparence des décisions, la clarification des contrats liés aux ressources et la restauration progressive de la confiance administrative. Dans ce cadre, les comparaisons régionales servent d'inspiration plutôt que de modèle. L'État chercherait à affirmer une autonomie politique accrue, tout en évitant les ruptures brutales. Les résultats seraient lents mais visibles, condition essentielle pour transformer l'attente en adhésion durable. Enfin, il existe un scénario plus sombre, l'enlisement. Si des rivalités internes émergent au sein de l'appareil militaire, ou si les pressions extérieures deviennent trop fortes, la transition pourrait se figer. Les réformes annoncées resteraient partielles, les institutions perdraient encore en cohérence, et l'incertitude s'installerait comme norme. Dans ce cas, l'espoir initial se transformerait en lassitude accrue. La population, après avoir suspendu son jugement, pourrait basculer dans une défiance totale, rendant toute correction ultérieure plus coûteuse. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des chemins conditionnels. Une variable les traverse tous. La capacité du leadership à transformer une rupture subie en décision maîtrisée. Sans cette capacité, même le scénario le plus prudent risque de dériver. Pour beaucoup, la transition en cours ne se résume pas à un événement politique lointain. Elle touche directement la manière dont chacun se projette dans l'avenir. Chez les jeunes, d'abord, l'impact est particulièrement visible. Ils ont grandi dans un environnement marqué par la dégradation des services publics et par une banalisation des récits de corruption. La chute du pouvoir a réveillé une curiosité nouvelle, un besoin de comprendre si cette rupture peut enfin ouvrir un espace d'opportunité. Mais cette curiosité reste fragile, suspendue aux premiers gestes concrets du nouveau leadership. La diaspora observe la séquence avec une attention tout aussi intense. Depuis des années, beaucoup ont quitté le pays faute de perspective ou de stabilité administrative. Pour eux, la transition représente à la fois une possibilité et un risque. Une possibilité de renouer avec le pays si les institutions se redressent, un risque de plus si l'instabilité se prolonge. Les échanges en ligne révèlent une tension constante entre prudence et désir d'y croire, nourrie par l'idée que certains tournants régionaux ont déjà produit des reconfigurations rapides. Les observateurs régionaux et internationaux, enfin, évaluent l'événement sous un angle stratégique. Ils scrutent les signaux faibles, nominations, discours, priorités économiques. Les comparaisons avec d'autres transitions, souvent associées à des figures comme Ibrahim Traoré, servent de cadre d'analyse, non pour établir des équivalences, mais pour mesurer la direction prise. Ce regard extérieur influence aussi la trajectoire interne, en conditionnant partenariat, aide et marge de manœuvre. Pour le spectateur, l'enjeu est simple, comprendre que cette transition n'est pas abstraite.
Elle façonne déjà les choix individuels, les attentes collectives et la manière dont chacun décide, ou non, d'investir son avenir dans le pays. Pour que la transition ne reste pas un moment suspendu, elle doit rapidement se traduire par une trajectoire lisible. D'abord, il s'agit de rétablir la capacité opérationnelle des institutions de base. Administration locale, structures de santé et dispositifs de contrôle budgétaire doivent fonctionner de manière minimale mais continue. Sans cette stabilité technique, toute décision politique risque d'être absorbée par la simple gestion de l'urgence. Ensuite, il faut une clarification publique des priorités économiques. Il ne s'agit pas d'annonces spectaculaires, mais d'un cadrage précis des secteurs stratégiques et des contrats sensibles. La transparence devient ici un outil de légitimité. Dans l'imaginaire régional, nourri par des expériences voisines et par des figures symboliques comme Ibrahim Traoré, cette clarté était perçue comme une condition préalable à toute affirmation de souveraineté crédible. Puis, on s'appuie sur des indicateurs concrets et mesurables. Disponibilité des médicaments, délais administratifs, entretien des routes, fonctionnement des écoles. Ces marqueurs simples permettent à la population d'évaluer les progrès sans dépendre des discours officiels. Ils transforment l'attente abstraite en observation quotidienne, essentielle pour reconstruire la confiance. Enfin, il faut aussi ouvrir un calendrier politique réaliste. Ni précipitation vers les urnes, ni suspension indéfinie du processus. Chaque réforme institutionnelle devrait être accompagnée d'un mécanisme de contrôle indépendant, afin de limiter les dérives et de rendre la transition réversible dans le cadre du droit. Cette feuille de route ne promet pas une renaissance immédiate. Elle propose une méthode. Avancer lentement, mais de manière cohérente, afin que la rupture initiale devienne un point d'appui plutôt qu'une impasse prolongée. Lorsque l'officier anonyme évoquait une capitale suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement, il ne décrivait pas seulement une nuit de bascule. Il mettait des mots sur un état collectif plus profond, celui d'un pays épuisé par l'attente, mais encore capable d'espérer. Depuis, cette tension n'a pas disparu. Elle traverse les marchés, les hôpitaux, les discussions ordinaires, comme un fil invisible reliant la rupture passée au choix à venir. Les parallèles régionaux, souvent convoqués à travers des figures devenues symboliques comme Ibrahim Traoré, ajoutent une densité particulière à ce moment. Ils rappellent que certaines transitions ont réussi à transformer un choc en levier, mais qu'aucune trajectoire n'est automatique. Ici, rien n'est écrit à l'avance. La souveraineté évoquée dans les discours ne prendra sens que si elle s'incarne dans des gestes lisibles et durables. Ce qui domine aujourd'hui n'est ni l'euphorie, ni la peur pure. C'est une vigilance attentive. Beaucoup savent que le retour en arrière n'est plus une option réaliste, mais que l'élan peut se dissiper rapidement si les promesses restent théoriques. La transition est devenue un test silencieux, non seulement pour les dirigeants, mais pour la capacité collective à maintenir une exigence dans le temps. Une phrase semble résumer ce moment. La rupture a ouvert une porte, mais elle n'a pas tracé le chemin. À ce stade, il ne s'agit plus de trancher, ni de célébrer trop vite, ni de condamner trop tôt. La transition en cours invite plutôt à un exercice plus rare. Prendre le temps d'observer, de comparer et de questionner sans se réfugier immédiatement dans des positions figées. Dans un contexte aussi chargé, la parole publique devient un espace précieux, presque fragile, où la complexité peut encore être exprimée. L'avenir du pays ne dépendra pas uniquement des décisions institutionnelles ou des réformes économiques annoncées. Il reposera aussi sur la manière dont les citoyens, sur place comme dans la diaspora, accepteront de penser ensemble ce moment de bascule. Les jeunes connectés, les professionnels restés au pays, ceux qui observent depuis l'étranger, tous participent déjà, consciemment ou non, à la construction du récit collectif. Les comparaisons régionales, parfois associées à des figures comme Ibrahim Traoré, continueront d'alimenter le débat. Mais elles ne remplaceront jamais l'analyse du réel, du quotidien, des signaux concrets, qui diront si la transition s'enracine ou s'épuise. Alors, une question demeure ouverte.
sans réponse immédiate. Quels signes précis, dans la vie de tous les jours, vous permettront de juger si cette transition marque un véritable tournant ou seulement une parenthèse de plus dans l'histoire politique du pays?